Le titre est un peu pompeux, je l'avoue, mais c'était l'idée de, parce qu'on vient de parler de schizophrénie, en tout cas une de ces dimensions sociales particulièrement importantes qui intéresse l'ensemble de la société, la notion de violence, de dangerosité. Mais il ne faut pas oublier que la schizophrénie continue de nous interpeller, continue de nous faire poser des questions extrêmement profondes sur son origine, les mécanismes qui la sous-tendent, et en dépit des nombreuses connaissances que nous commençons à amasser sur le trouble, notamment à travers la recherche neuroscientifique, et il s'avère que le trouble, globalement, reste, le mot n'est peut-être pas adapté, enfin je préfère l'utiliser, reste relativement mystérieux. Et ce que je souhaiterais introduire à travers cette présentation, c'est les dimensions sociales, les facteurs sociaux, à travers cette notion de stress social, et qui semble jouer un rôle extrêmement important dans l'apparition du trouble, dans les mécanismes qui sous-tendent l'apparition du trouble. Et c'est aussi pour montrer que la schizophrénie, c'est pas que du biologique, c'est aussi autre chose. Et à travers deux exemples de facteurs sociaux, donc essayer de réintroduire la dimension sociale de la schizophrénie. Alors que sait-on actuellement du trouble? Je dis c'est un trouble multifactoriel, multidimensionnel, particulièrement complexe, que nous avons encore du mal à comprendre. Ce qu'on sait, c'est que le trouble est héritable, c'est-à-dire la part de la génétique est extrêmement importante, comme on le voit ici. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments, de facteurs génétiques qui interviennent. Les plus connus sont ce qu'on appelle les SNP, c'est-à-dire polymorphisme, et on en compte par milliers actuellement dans la schizophrénie. Donc c'est loin de simplifier la situation, mais ces SNP qui sont extrêmement nombreux n'expliquent qu'en partie l'apparition du trouble. Nous voyons apparaître de plus en plus de publications qui décrivent des mutations, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas héritables, qui apparaissent spontanément et qui expliquent également une partie des troubles. Et puis, plus récemment, les CNV, ces variations de nombre de copies, c'est-à-dire des parties de l'ADN qui subissent soit des délétions, soit des duplications, et également, on en décrit de plus en plus. Le fait est que cette génétique extrêmement complexe, qui est un véritable puzzle, ne suffit pas à faire comprendre l'ensemble de l'incidence de la maladie. De plus qu'actuellement, ce qu'on sait, c'est que ces gènes interagissent, comme on le verra, avec l'environnement, par des mécanismes qui sont l'objet de travaux également très récemment, depuis à peine 3-4 ans, ce qu'on appelle les mécanismes épigénétiques, c'est-à-dire par quel intermédiaire l'environnement va modifier l'expression des gènes, soit en les inhibant, soit au contraire en les favorisant. Et ce qu'on ne sait pas, c'est comment ces facteurs épigénétiques vont, par des voies moléculaires, favoriser l'apparition du trouble et interagir également à d'autres facteurs qui sont, comme vous le voyez ici, notamment les infections virales, toutes ces carences nutritionnelles, carences en vitamine D, etc., où on sait constituer des facteurs de risque, mais également d'autres facteurs de risque qui vont conditionner ou influencer le développement neuronal du cerveau, qui sont notamment le fait de vivre en milieu urbain, le stress, l'usage de cannabis, etc. Donc voilà un peu une espèce de photographie de la manière dont on voit actuellement le trouble, notamment dans les hypothèses qui sont les plus étayées actuellement, les hypothèses neurodéveloppementales. Et le paradigme actuel qui est le plus en vogue nous vient un peu des travaux de Caspi, qui avait démontré qu'à travers d'ailleurs deux études particulièrement intéressantes et très puissamment documentées, que certains adultes qui ont subi durant leur enfance des expériences de maltraitance ou d'abus sexuels vont à l'âge adulte avoir des comportements psychopathiques ou de violence ou d'agressivité si ils possèdent un allèle particulier, qu'on appelle l'allèle L, d'une enzyme qui intervient dans le métabolisme de la plupart des catécholamines, qui est la monoaminooxydase. Et le fait d'avoir et des expériences de maltraitance dans l'enfance et le fait d'avoir cet allèle augmente considérablement le risque à l'âge adulte de voir se développer des comportements de violence. Deuxième étude de Caspi, c'est également de démontrer avec les mêmes facteurs de risque que certains adultes vont avoir plus de risques de présenter des troubles de l'humeur et des conduites suicidaires s'ils ont un allèle d'un gène qui code pour un transporteur de la sérotonine, qui est l'allèle court. Donc voilà deux exemples qui sont à l'origine, deux exemples très puissants, très forts, qui sont à l'origine du paradigme actuel. Comment
environnement et gène vont s'influencer mutuellement pour faire apparaître le trouble, ou au contraire, peut-être parfois, le protéger du trouble. Donc la question actuellement la plus difficile à résoudre en psychiatrie, c'est celle qui est posée, c'est comment les effets génétiques et environnementaux vont se traduire au niveau des voies biologiques fondamentales, des voies moléculaires, et donc donner et expliquer des symptômes psychopathologiques qui apparaissent. Voilà le gros challenge de la recherche, d'ailleurs, neuroscientifique actuellement. Alors, quand on voit les différents facteurs de risque qui sont associés à la schizophrénie, vous en voyez, ils sont très nombreux. On remarque d'abord, bien sûr, les facteurs génétiques. Après, le fait d'avoir un ascendant schizophrène augmente considérablement, au moins par 10, le risque chez les descendants de développer un trouble schizophrénique. Mais vous voyez que la plupart des autres facteurs de risque associés, alors je rappelle qu'un facteur de risque n'est pas considéré comme un facteur causal, il n'y a pas de lien de causalité entre facteur de risque et trouble, mais c'est un lien beaucoup plus statistique. On remarque que ce facteur est fréquemment associé au trouble, sans qu'il y ait bien sûr lien de causalité. Et on voit qu'un certain nombre d'autres facteurs, qui sont eux par contre peut-être plus du registre environnemental, avec un poids différent en matière de risque. Donc ça peut aller des traumatismes, des événements traumatiques, jusqu'aux dommages cérébraux, enfin, les traumatismes cérébraux, le fait de perdre une personne importante durant la grossesse, enfin, tout ce qui peut concerner la vie de la vie intra-utérine, l'enfance et l'adolescence, les infections virales, l'usage de cannabis, la migration, etc. Alors, comment résumer un peu ces interactions? Je reprends un peu une représentation schématique de Jim Von Oz, Paris de Nature. Donc, vous voyez qu'il a mis, en gros, sur la colonne, là, à gauche, les différentes phases du développement cérébral. Dans le deuxième groupe, c'est les grandes dimensions cognitives et leur développement. Ensuite, la dimension affective et ensuite les cognitions sociales. Et vous voyez tout en fait en haut, vous avez les âges de développement, donc qui vont de 0, enfin de 1 an à 20 ans. Et vous voyez que plus c'est gris en fonction du temps, plus c'est la période à laquelle se développent ces différentes dimensions. Vous voyez que les facteurs environnementaux, tels que par exemple le cannabis, les traumatismes, le fait d'être élevé, en fait d'être scolarisé en milieu urbain, ainsi que le fait d'appartenir à une minorité ethnique, vont agir à certaines phases, en tout cas dans les phases les plus essentielles du développement, aussi bien dans la maturation cérébrale que dans la mise en place des grandes dimensions neurocognitives, affectives et sociales. Toujours dans le même article, Jim Von Oz va essayer d'en faire représentation sur ces interactions extrêmement complexes, où vous voyez que l'environnement, le phénotype, les gènes vont interagir entre eux à travers donc la vulnérabilité génétique, qui représente en bas, avec les différentes phases, aussi bien moléculaires que cellulaires, que les représentations sociales, etc. Et tout ce développement va baigner dans l'environnement, et ces interactions sont extrêmement intenses, elles sont complexes et particulièrement difficiles à étudier. Alors, l'un des facteurs que je souhaiterais développer devant vous, c'est celui de l'urbanicité. Alors, il n'y a pas de terme français, donc on reprend le terme anglais, mais avec un Y, qu'on peut définir par le fait de vivre en milieu urbain. Et quand on voit que le fait de vivre en milieu n'est pas particulièrement fréquent, puisqu'il va concerner en 2050 pratiquement les 2/3 de la population mondiale, mais il est très difficile de définir ce terme. En tout cas, dans les études, on ne retrouve pas toujours les mêmes définitions, puisque cette définition est variable par le nombre d'habitants, la densité des habitations, la densité de la population. En tous les cas, ce qu'on sait actuellement, c'est que ceux qui vivent en milieu urbain sont beaucoup plus exposés aux troubles mentaux que ceux qui vivent en milieu rural. Et d'ailleurs, un certain nombre, beaucoup d'études ont démontré que, par exemple, il y a beaucoup plus de troubles anxieux, beaucoup plus de troubles de l'humeur chez ceux qui vivent en milieu urbain que ceux qui vivent en milieu rural. Le taux de prévalence pour les troubles psychiatriques sont significativement plus élevés dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales. Et le risque des schizophrénies, entre autres, parmi ces troubles, en milieu urbain, est estimé à 2,37 fois plus en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc vous voyez que, alors on ne sait pas très bien comment, par quel mécanisme, mais le simple fait de vivre en milieu urbain augmente considérablement le risque
de développer un trouble mental. On voit dans cette revue de la littérature qui a regroupé l'ensemble des études qui évoquent justement le lien entre urbanicité et troubles mentaux, vous voyez que la plupart, là vous avez au milieu la ligne transversale qui représente un peu le risque 1, à gauche vous avez ceux qui vivent en milieu rural, et ceux à droite, ceux qui vivent en milieu urbain, et vous voyez que plus, ça c'est le niveau d'urbanicité, et vous voyez que plus vous allez vers le milieu urbain, plus que le risque augmente. Il n'y a qu'en Belgique, je ne sais pas, où vivre en milieu rural, à la campagne, est plus à risque. Bon, c'est pas... Les études françaises nous viennent des études qu'avait menées Viviane Coës quand elle était à la GEN. Je ne sais pas si elle est toujours d'ailleurs. Non, je crois pas. Bon. Alors, quel est le lien justement entre cette histoire d'urbanicité et de schizophrénie? Plus d'un tiers de l'incidence, c'est-à-dire des nouveaux cas de schizophrénie, sont liés à des facteurs environnementaux qui ne sont pas encore bien maîtrisés, bien décrits, bien connus, mais qui sont liés au fait de vivre en milieu urbain. Parce que ce n'est pas l'urbanicité en soi, c'est certainement par l'intermédiaire d'un certain nombre de facteurs que le risque augmente, notamment chez les enfants et les adolescents. Ce qu'on sait, c'est que vivre en milieu urbain augmente le risque de développer un trouble schizophrénique, mais aussi la durée de vie. C'est-à-dire que plus vous vivez en milieu urbain, il y a une espèce de relation, dose-réponse, entre schizophrénie et urbanicité. Donc une corrélation tout à fait directe et positive. Et on peut aussi dire qu'il y a un effet cumulatif de la durée d'exposition, et plus cette exposition est précoce, c'est-à-dire le fait de, on le verra, de s'installer ou de naître en milieu urbain, est plus à risque que d'y arriver tardivement, on va dire à l'âge de 15-20 ans ou plus tard. Alors, il y a eu un certain nombre d'explications qui ont été proposées. Pourquoi vivre en milieu urbain est un risque de schizophrénie? Alors certains ont évoqué la notion de migration sélective, un peu comme pour les migrants, c'est-à-dire que c'est un peu des gens prédisposés qui vont s'installer dans les grands centres urbains, en banlieue, etc. D'autres ont plutôt évoqué l'hypothèse du cannabis, en disant que le cannabis circule beaucoup plus dans les banlieues, dans les grands centres urbains qu'à la campagne, et ça pourrait être le facteur explicatif, ou le facteur un peu, disons, central. Et d'autres ont évoqué les infections virales, parce que quand on est en ville, on chope plus facilement le virus de la grippe que si on est à la campagne, etc. etc. Donc, mais comme vous le pensez, ces facteurs, ces explications ne sont pas suffisantes, ils n'expliquent pas l'importance du poids de l'urbanicité dans le développement du trouble. Alors pour cela, pour un peu étayer cette relation, je ne vais pas développer toutes les études, mais vous rapporter uniquement cette méta-analyse qui a repris l'ensemble des études qui portent sur le lien entre urbanicité et incidence de la schizophrénie. C'est des études pour la plupart européennes, suédoises, etc. Malheureusement, il n'y a pas d'études françaises. Alors, je vais vous en donner une représentation ici, un peu plus facile à comprendre. Vous voyez, nous avons deux études scandinaves, 3 études scandinaves et une étude néerlandaise. Et vous voyez qu'avec des cohortes parfois importantes, notamment pour les études danoises, vous avez vu 17 389 cas qui ont été donc étudiés dans le cadre de cette cohorte, en prenant essentiellement des cohortes de naissance, comme vous le voyez. Alors, quels sont les résultats qui ont été obtenus? On le voit ici. Alors, on a les études de Louise, Marcellis et Harrison et l'étude danoise. Alors, ce que vous voyez en bas, dans l'axe des abscisses, c'est qu'ils ont en fait subdivisé l'urbanicité en degrés. Ça va de 0 à 1. Et plus vous allez vers 1, et plus la densité urbaine est importante. Plus, ça veut dire que vous êtes dans une ville très peuplée, avec une densité de population et d'habitation extrêmement importante. Et dans l'autre axe vertical, c'est le load ratio, c'est-à-dire le risque. Et vous voyez que ça pratiquement une espèce de régression linéaire, c'est-à-dire plus le niveau d'urbanicité augmente, plus le risque de voir apparaître une schizophrénie augmente. Donc il y a un lien, une corrélation directe démontrée à travers cette méta-analyse. En reprenant un peu les données danoises, on le voit ici, la réponse est assez claire. Alors sur 2 dimensions. D'abord la comparaison milieu rural qui est en rouge, donc vous voyez que là c'est un peu la ligne de base, le fait de vivre en milieu rural, et là le fait de vivre en milieu urbain, donc le risque est pratiquement multiplié par 2 déjà.
Ça, c'est la première donnée de ces enquêtes. La deuxième donnée, c'est que plus vous installez précocement en milieu urbain, ou la naissance en milieu urbain, plus le risque augmente, et il va diminuer avec la durée de présence dans ces milieux urbains. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, une dose-réponse qui est assez bien démontrée à ce niveau, notamment dans les études danoises, qui ont nous faire pâlir de jalousie, avec toutes les données qu'ils peuvent rassembler comme ça sur des cohortes extrêmement importantes. Une autre donnée sociale, moi qui me semble essentielle dans la recherche en matière de schizophrénie, parce qu'elle nous pose un problème considérable, et qui constitue à l'heure actuelle encore un vrai mystère, c'est pourquoi les migrants développent plus de troubles psychotiques que les autochtones, ou ce qu'on appelle les natifs. Et cette méta-analyse de Cantor-Gray de 2005 montre bien que le fait d'être un migrant augmente par plus de 2 le risque de développer un trouble psychotique par rapport aux autochtones, mais surtout, et c'est là où le mystère devient encore plus épais, c'est que les enfants nés de la migration, les enfants de la deuxième génération, enfin les enfants de migrants, développent encore plus de risques de développer un trouble psychotique que leurs parents. Ça, c'est la première conclusion de cette méta-analyse. Deuxième conclusion, l'origine ethnique, où le pays d'où on vient peut faire la différence, puisque quand on vient d'un pays en voie de développement, on est plus à risque que si l'on vient d'un pays développé. Et le troisième élément également, qui est une considération ethnique et culturelle, c'est la couleur de la peau. Plus la couleur est sombre, et plus le risque de troubles psychotiques augmente de manière plus que significative. Donc ceci pose un problème important, parce qu'on a essayé là aussi d'expliquer, on a évoqué les problèmes de migration sélective, on a expliqué également la notion de carence en vitamine D, les infections virales, enfin bon, le cannabis, mais aucune des explications ne vient expliquer totalement et de manière satisfaisante l'apparition des troubles chez les migrants. Alors j'ai le plaisir de vous présenter pour la première fois une étude française menée par l'équipe de Pierre Thomas et qui donne les premières données françaises concernant les troubles psychotiques chez les migrants. Je vais vous les représenter ici, c'est beaucoup mieux. Donc vous voyez que là vous avez en rouge les épisodes psychotiques simples, enfin isolés, et en bleu les épisodes psychotiques récurrents. Vous voyez que la première génération par rapport aux autochtones a un risque beaucoup plus important, aussi bien pour les épisodes isolés que récurrents. Pour la seconde génération, le risque persiste, c'est le même chiffre, 1,43 aussi bien pour les troubles isolés que récurrents. Mais, et ce que montre pour la première fois cette étude, parce que je n'ai pas vu ce type de résultats dans les autres enquêtes internationales, Pierre Thomas nous le confirme, c'est la troisième génération. C'est-à-dire qu'en fait, le risque se perpétue, même pour les enfants nés dans les pays d'accueil. Et là, pour le moment, on n'a pas d'explication, on a quelques pistes, notamment les mécanismes épigénétiques, etc. Mais enfin, vous voyez que, et notamment pour les épisodes psychotiques récurrents, le risque est considérable, il est même plus important que celui de la première génération. Alors, que peut-on dire pour expliquer ceci? On va peut-être revenir à la notion d'urbanicité. Cette étude néerlandaise a également montré que le risque de développer un trouble psychotique chez les migrants était lié à l'âge d'installation. Plus les migrants s'installaient précocement, très tôt dans les pays d'accueil, plus le risque augmente. Là, c'est 0,4 ans, 5-9 ans, enfin l'âge d'installation, et vous voyez que le risque va baisser en fonction de l'installation tardive de ces migrants-là. Alors, les effets liés à la position de groupes minoritaires peuvent être médiés. Une des propositions ou des hypothèses qui a été mise, c'est que les migrants sont soumis à un certain nombre d'éléments de stress social, notamment qu'on peut résumer à travers la notion d'adversité sociale, qui a été également décrite comme facteur de risque de la schizophrénie, c'est-à-dire qu'ils vivent très souvent dans de grands centres urbains, le plus souvent dans des banlieues, avec des niveaux socio-économiques extrêmement bas, et ils doivent se battre beaucoup plus pour l'éducation, trouver du travail, l'insertion, etc. Et ceci entraîne donc une sorte de marginalisation sociale, ou un état de défaite sociale, qu'on va décrire un peu plus, c'est-à-dire l'expérience un peu chronique d'être dans une position d'infériorité et d'exclusion.
Et ces hypothèses ne sont pas si impertinentes que ça, puisque un certain nombre d'auteurs, notamment Selten et Knutor, ont essayé de reprendre cette notion de défaite sociale pour essayer d'expliquer les incidences particulièrement élevées de troubles psychotiques chez les migrants. Et ils ont, c'est quoi le défaite sociale? La défaite, c'est un modèle animal qui est utilisé pour essayer de comprendre les phénomènes d'agressivité, de violence sociale, de stress social en gros. Donc le modèle est extrêmement simple. On introduit, enfin on prend 3 petites souris qui vivent tranquillement de leur cage, des souris femelles, et puis à un moment on leur introduit un gros mâle méchant qui va tout de suite les agresser, les mordre, pour vouloir les dominer. Et on répète ces expériences, et ces souris femelles vont développer donc une espèce de stress, elles vont se soumettre à la volonté de ce gros mâle, elles vont développer des phénomènes, un certain nombre de réactions aussi bien comportementales et biologiques qui rentrent dans le cadre du spectre du stress, et donc qui sollicitent beaucoup, ce que vous savez tous, l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui est l'axe principal dans les mécanismes biologiques du stress. Mais ce qu'on a également retrouvé, c'est qu'il y a d'autres mécanismes biologiques qui interviennent, et notamment au niveau des circuits dopaminergiques mésolimbiques, qui sont, comme vous le savez, dès que vous entendez parler de dopamine, il faut penser tout de suite à la schizophrénie. Et donc, vous voyez, il y a un noyau qui est au niveau de l'aire tegmentale ventrale, et à partir de ce noyau vont partir un certain nombre de faisceaux vers beaucoup d'autres structures, notamment vers le noyau accumbens, qui est très impliqué dans la notion de plaisir, le circuit du plaisir, de récompense, mais également l'amygdale, qui est une structure qui intervient beaucoup dans la régulation des émotions, et le cortex préfrontal. Donc vous voyez, très rapidement, on voit ici apparaître une espèce de modèle dans lequel on pourrait faire le lien entre le stress social chronique et la schizophrénie. Donc c'est un modèle qui a été proposé. Très rapidement, vous citez cette étude qui me paraît plus qu'intéressante, qui me semble que c'est une des toutes premières, donc publiée dans Nature. C'est un travail allemand qui a consisté à comparer 2 groupes d'étudiants, un groupe d'étudiants vivant en milieu urbain et un groupe d'étudiants en milieu rural, pour voir comment ils réagissent au stress. Et ils ont mis en place un protocole qu'on appelle Montréal Imagine Club, qui est très simple. En fait, on demande aux étudiants de faire un certain nombre d'opérations, notamment de calcul mental, et au moment où ils font ces opérations, donc il y a une activité cognitive, on essaie d'augmenter le niveau de complexité, et parfois avec des injonctions un peu négatives, du genre vous tardez, je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à répondre, pourtant la réponse est facile. Donc on stresse un peu les étudiants, et ensuite on essaie de voir au niveau fonctionnel qu'est-ce qui se passe. Et bien ce qui se passe, c'est que ceux qui vivent en ville vont hyperactiver leur amygdale, qui, comme je vous l'ai dit, est une structure très impliquée dans les émotions, par rapport à ceux qui vivent en ville. Ça, c'est la première donnée qui est également importante. La deuxième donnée qui vient de cette étude en imagerie, qui est une de toutes premières, c'est que la durée de scolarisation en milieu urbain, donc le fait de vivre en milieu urbain, va faire activer beaucoup plus une structure qu'on appelle le cortex cingulaire antérieur, périjunéal, qui est la partie profonde du cortex cingulaire, et qui est une structure, une espèce de structure qui est un peu en écharpe et qui recouvre le corps calleux, et qui a 2 parties, une partie qui est impliquée dans les fonctions cognitives et exécutives, et une seconde partie impliquée dans les émotions. Et ce cortex cingulaire, par la profondeur de sa position, entretient un certain nombre de liens avec des structures sous-corticales, avec les structures limbiques, notamment avec l'amygdale, avec également l'hippocampe, mais également des structures corticales comme le cortex préfrontal, et intervient beaucoup dans la régulation des émotions et la régulation des réponses exécutives et cognitives. Et donc le fait de vivre longtemps en milieu urbain fait hyperactiver par rapport à son milieu rural. Donc voilà encore des pistes par lesquelles qui pourraient constituer un peu des intermédiaires ou des dimensions intermédiaires entre le stress social et l'apparition de dimensions psychopathologiques. Pour un peu mettre en exergue cette structure très particulière et très intéressante qu'est le cortex cingulaire antérieur, j'ai repris une méta-revue, c'est-à-dire une revue, 2 revues d'imagerie
morphologiques pour voir un petit peu quelles sont les structures cérébrales qu'on retrouve modifiées dans la schizophrénie. Et donc, dans cette revue particulièrement récente et très riche, un certain nombre de structures apparaissent de manière pratiquement régulière dans l'ensemble des études en imagerie morphologique. C'est le cortex cingulaire antérieur, le cortex frontal, les lobes temporaux, l'hippocampe et l'amygdale et le thalamus et l'insulaire. Voilà les structures les plus fréquemment citées dans les études en imagerie cérébrale. L'autre dimension intermédiaire, qu'on pourrait appeler endophénotypique, qui serait intermédiaire entre le stress social et l'apparition d'un trouble, c'est les cognitions sociales. Et les cognitions d'une manière générale. Il y a deux types de cognitions. Il y a les cognitions proprement dites de manière instrumentale, que la mémoire, l'attention, la concentration, mais au cours de l'enfance se développe également un certain nombre de cognitions dites sociales et qui vont sous-tendre le comportement social et la représentation de soi dans les interactions sociales. Donc c'est des cognitions extrêmement essentielles dans la vie sociale. Et ces cognitions pourraient donc être un médiateur important dans l'élaboration d'une représentation de soi par rapport à l'environnement social, c'est évident, et elles peuvent être affaiblies, en tout cas perturbées, dans les manifestations psychotiques. Et l'exposition répétée à l'adversité sociale, le fait d'être constamment dans une forme de compétition, va entraîner des espèces de réponses qui vont devenir plus ou moins automatiques, qu'on appelle des biais cognitifs, et toute relation sociale, ou un certain nombre de relations, vont être interprétées par l'individu par cette espèce de prisme de biais cognitifs et être souvent vécues sur un mode un peu persécutif ou agressif. Donc les biais cognitifs et affectifs qui vont prédisposer à la formation de symptômes, et l'exposition donc répétée à la menace peut mener à l'anxiété, à des idées de persécution par anticipation accrue. Donc il y a de vrais biais cognitifs. Ça, c'est peut-être l'autre facteur intermédiaire par lequel interviendrait l'urbanicité. Une autre dimension sociale, moi, qui me paraît importante, et notamment qui pourrait expliquer en partie les troubles psychotiques chez les migrants, c'est la notion de disqualification sociale, sur laquelle a beaucoup travaillé un sociologue qui s'appelle Serge Pogam, mais il a travaillé sur ce concept sur les gens qui vivaient dans une grande précarité sociale, notamment dans les bénéficiaires du RMI, un peu les exclus, les laissés pour compte, etc. Et donc il décrit ainsi cette notion de disqualification sociale comme étant un processus d'affaiblissement et de rupture des liens de l'individu à la société au sens de la perte de la protection, de la reconnaissance sociale. Donc on perd sa qualité, si vous voulez, d'appartenance à la société, on est disqualifié, on n'est plus reconnu, et donc par conséquent, on est exclu et marginalisé. Et l'hypothèse, moi, qui me semble intéressante, éventuellement développée, c'est que cette disqualification, au sens où l'entend Serge Pogam, c'est-à-dire qui mène à la marginalisation et l'exclusion, est une situation comparable à ce que pourraient vivre les migrants, et qui pourrait aller au-delà de la notion de défaite sociale. Leur position est socialement dévalorisée, disqualifiée, avec un risque important de stigmatisation. Et d'ailleurs, les endroits même où ils habitent sont disqualifiés, la cité, la banlieue. Et on peut expliquer l'incidence particulièrement élevée dans des troubles psychotiques par cet effet cumulatif que vivent les migrants, effet cumulatif de facteurs de risque, qui sont l'urbanicité, l'adversité sociale, l'exclusion, le fait d'appartenir à des minorités ethniques au sein des sociétés dans lesquelles ils vivent, la discrimination perçue et la stigmatisation. Donc vous voyez, une espèce de stress social multiplié par un coefficient extrêmement important. Et cela a mené, je vais terminer avec ça, un certain nombre d'auteurs à proposer non plus un modèle neurodéveloppemental, mais un modèle socio-développemental où ces facteurs sociaux qui apparaissent essentiels et qui sont déterminants justement dans l'apparition des troubles, et à donner une espèce de centralité à ces facteurs sociaux que sont la marginalisation et l'exclusion. Voilà un peu une représentation de Greg Morgan de ce modèle socio-développemental. En fait, c'est tout simplement pour dire que